Quand vous entendez le mot « gladiateur », quelles images vous viennent à l'esprit? Voyez-vous la poussière tourbillonnant dans une grande arène, soulevée par les bottes d'un guerrier solitaire debout sous un soleil brûlant? Entendez-vous le tonnerre d'une foule, le fracas assourdissant de l'acier contre l'acier? Pouvez-vous imaginer un combattant seul, le souffle court, la lame prête, faisant face à la mort, sous le regard d'un empereur et de milliers de spectateurs? Mais qui étaient ces hommes et parfois ces femmes de l'arène? Étaient-ils vraiment des brutes assoiffées de sang, lâchées pour le simple plaisir du public? Ou leur histoire va-t-elle au-delà du sable, de l'épée et des cris? Aujourd'hui, nous franchissons les portes du Colisée pour découvrir le véritable monde des gladiateurs romains, un monde construit sur le sang, la gloire, la discipline et le spectacle. Les jeux de gladiateurs, tels que nous les connaissons, ne sont pas nés comme un divertissement. Leurs racines plongent profondément dans les rites anciens de Rome et même étrusques. À eu début, les combats de gladiateurs étaient des cérémonies solennelles. Ils avaient lieu lors des funérailles, considérés comme des offrandes de sang pour honorer et apaiser les esprits des morts. On pensait qu'en sacrifiant des vies humaines au combat, on renforçait l'âme des défunts pour leur voyage vers l'au-delà. Le premier combat de gladiateurs enregistré à Rome eut lieu en 264 avenue Jésus-Christ, lorsque les fils de Junius Brutus organisèrent un duel entre trois paires de combattants lors des funérailles de leur père. C'était une affaire lugubre mais prestigieuse, un bain de sang non pas pour le plaisir, mais par respect. Mais à mesure que Rome grandissait en puissance et en richesse, son appétit pour le spectacle grandissait aussi. Ces rituels funéraires se transformèrent peu à peu en jeux publics massifs, instruments politiques, événements culturels et divertissements populaires réunis en un seul point, et la plupart des gladiateurs n'étaient pas des volontaires. C'étaient des prisonniers de guerre, des criminels condamnés ou des esclaves, des hommes forcés à entrer dans ce monde brutal pour le divertissement des autres. Et pourtant, étonnamment, tous les combattants n'étaient pas là contre leur gré. Certains hommes libres, appelés octorati, signaient volontairement des contrats pour devenir gladiateurs. Pourquoi faire un tel choix? Par désespoir, par goût du danger, ou par ambition? Pour certains, c'était un chemin vers la richesse, la gloire, ou même la rédemption. Ces hommes s'entraînaient dans des écoles spécialisées appelées ludis, dirigées par Lanista, à la fois entraîneur, gestionnaire et homme de discipline. La vie dans le ludus était rigide et impitoyable. Les gladiateurs s'entraînaient quotidiennement avec des épées en bois et des boucliers lourds, perfectionnant leur technique à travers des exercices, des combats simulés et du corps à corps. Leur alimentation était soigneusement contrôlée. Contrairement aux idées reçues, les gladiateurs suivaient un régime principalement végétarien riche en fèves, en orge et en céréales pour développer leur masse musculaire et leur corpulence, leur donnant force et une certaine protection contre les blessures. Malgré leur statut d'esclaves ou de marginaux, certains gladiateurs connaissaient une célébrité remarquable. Certains devenaient de véritables vedettes, représentés sur des poteries, des mosaïques et même des graffitis. À Pompéi, une inscription proclame « Céladus le Thrace fait soupirer les filles ». Dans ce monde brutal, même un esclave pouvait devenir une star. Les gladiateurs n'étaient pas jetés au hasard dans l'arène. Ils étaient divisés en types distincts, chacun avec son propre style de combat, ses armes et ses armures, conçues pour créer des duels spectaculaires, stratégiques et souvent symboliques. Le murmillo, lourdement armé, portait un grand bouclier rectangulaire, scutum, et une courte épée, gladius, représentant souvent le soldat romain. Le traex, ou thrace, combattait avec une épée incurvée, sica, et un petit bouclier, parfait pour des attaques rapides et tranchantes. Le retiarius, l'un des gladiateurs les plus atypiques, combattait avec un filet, un trident et très peu d'armure, misant sur sa vitesse et son agilité. Le secutor, ou poursuivant, était spécifiquement conçu pour affronter le retiarius. Il portait un casque lisse et arrondi avec de petits ailletons, afin que le filet n'accroche pas. Ces confrontations étaient soigneusement orchestrées non dans leur issue, mais dans leur conception pour captiver les spectateurs. Vitesse contre force, armure lourde contre agilité presque nue, brutalité contre ruse. Ce n'était pas seulement un combat. C'était du théâtre. Au cœur du divertissement romain se dressait le Colisée, ou Amphithéatrum Flavium, achevé en 80 après Jésus-Christ sous l'empereur Titus. Cette merveille architecturale pouvait accueillir plus de 50 000 spectateurs, des esclaves et paysans jusqu'aux sénateurs et empereurs. L'amphithéâtre n'était pas seulement un lieu de carnage, c'était une scène pour le pouvoir impérial, la propagande politique et le contrôle social. Une journée typique de jeu, ou ludie, suivait un programme brutal. Le matin, les Venationnes chassent aux bêtes sauvages avec lions, éléphants, léopards, et bien plus. Des chasseurs, appelés bestiarii, affrontaient des créatures exotiques venues de tout l'Empire. À midi, les exécutions des criminels condamnés à mort dans des représentations théâtrales, souvent inspirées de la mythologie. La mort n'était pas qu'une punition.
C'était un spectacle. L'après-midi, le clou du spectacle, les combats de gladiateurs. C'était ce que la foule attendait avec impatience. Contrairement à ce que suggèrent les films hollywoodiens, la plupart des combats ne se terminaient pas par la mort. Les gladiateurs coûtaient cher à former, étaient précieux pour leurs propriétaires, et avaient parfois de fervents admirateurs. Beaucoup de combats prenaient fin quand un combattant abandonnait. Le sort du perdant dépendait alors du public ou de l'empereur. Le célèbre Pollice Verso, ou pouce vers le bas, fait débat parmi les historiens, mais il est certain que les gestes de la foule et du souverain pouvaient sceller le destin d'un homme. Être gladiateur, c'était vivre sur le fil une vie dangereuse, oui, mais aussi structurée, honorable et gratifiante pour ceux qui survivaient. Les gladiateurs victorieux pouvaient gagner des prix, de la richesse, et dans de rares cas, la liberté. Une épée en bois appelée rudis était remise à un gladiateur affranchi, un symbole de victoire, non pas sur un adversaire, mais sur le système lui-même. Certains gladiateurs embrassaient leur célébrité, apparaissant dans des œuvres d'art, des publicités, voire des produits dérivés de leur époque. Leur nom était chanté par les foules. Leur visage ornait lampes, coupes et murs de graffiti. Et pourtant, malgré la gloire, l'arène n'était pas un lieu de confort. Les blessures étaient constantes. La mort, toujours imminente. Des liens naissaient entre combattants, mais la confiance restait fragile car ils pouvaient se retrouver face à face dans l'arène. Pour certains, la vie de gladiateur était une punition. Pour d'autres, un dernier recours. Mais pour une poignée d'élus, c'était une vocation. À mesure que l'Empire romain se transformait, son goût pour le sang changeait lui aussi. À IVe siècle après Jésus-Christ, la montée du christianisme commença à remettre en question la moralité des combats de gladiateurs. L'accent mis par la foi sur la compassion et la valeur de la vie contrastait fortement avec la brutalité de l'arène. Le tournant eut lieu en 404 après Jésus-Christ, lorsqu'un moine chrétien nommé Télémaque entra dans une arène pour tenter d'arrêter un combat. La foule, furieuse, le lapida à mort. Mais son sacrifice eut un retentissement. Cette même année, l'empereur Honorius interdit officiellement les jeux de gladiateurs. Le Colisée se tut. Le rugissement de la foule s'éteignit dans l'histoire. Et l'ère des gladiateurs prit fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'héritage des gladiateurs a survécu à l'empire qui les a forgés. Ils sont devenus des symboles durables de force, de résistance et d'honneur. Des mosaïques antiques aux films à succès, l'image du gladiateur continue de fasciner. Nous ne les retenons pas comme de simples tueurs, mais comme des guerriers et des survivants d'un monde impitoyable qui ont gagné leur place dans l'histoire par leur volonté, leur habileté et leur courage inébranlable. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le fracas des épées ou verrez un guerrier solitaire tenir tête à l'impossible, souvenez-vous, les vrais gladiateurs de Rome étaient bien plus que d'eux. Simples combattants. Ils étaient les icônes d'une époque, les champions des sables, et la preuve que même dans un monde trempé de sang, la gloire restait possible. Et si cette plongée au cœur de la Rome antique vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour d'autres récits épiques de l'histoire. Avez-vous un type de gladiateur préféré? Étiez-vous plutôt Rotirius ou Murmillo dans l'âme? Dites-le nous dans les commentaires. À la prochaine Valté, et que la fortune vous soit toujours favorable au combat.